Alors, comme promis, la correction de ce deuxième énoncé de DS. Donc, un énoncé composé d'un exercice et d'un problème, tirés tous les deux des preuves HEC-ESSEC. Le premier exercice HEC-ESSEC 2019, et le deuxième, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2016, mais bon, on verra ça dans un second temps. D'abord, on considère deux matrices C, une matrice colonne, L, une matrice ligne, et on cherche à faire le produit CL. Donc c'est bien C, la colonne, multipliée par la ligne. Donc première question, 1AI, calculer M et M carré. M, c'est donc la matrice C. Donc 0, 1, 2, multiplié par la matrice L, 1, 2, moins 1. Quand on fait ce produit, on a bien une matrice ici qui a autant de lignes que la deuxième a de colonnes. Et surtout, alors je dis ça, mais c'est le contraire, elle a autant de colonnes que la deuxième a de lignes. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Donc comment est-ce que l'on va faire ce produit? Eh bien, on va faire donc 0 multiplié par 1. 0 multiplié par 2, 0 multiplié par moins 1. Ensuite, on multiplie tout par 1. Et puis, eh bien, on multiplie par 2. Voici notre matrice M. La matrice M au carré, on va multiplier M par elle-même. Je la multiplie par elle-même. Je dois multiplier cette ligne-là par cette colonne, ce qui va me faire 0. Ensuite, comme je multiplie ici une ligne de 0, ça me donne une ligne de 0. Ensuite, je vais devoir multiplier la deuxième ligne par la première colonne, où je vais avoir 0, 2, moins 2, ce qui me fait 0. 0, 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 4, 0. Ici, j'ai exactement la même chose, sauf que les valeurs sont opposées, mais moins 0, ça nous fait 0. Ensuite, je multiplie par 2, 4, moins 2, donc je vais avoir 0. 4, moins 4, 0. 0. 4 fois 2, 8, moins 8, 0. 0, ça me fait aussi 0. Donc M carré, c'est la matrice nulle. Voilà encore une bonne chose de faite. On a terminé la première question petit i de ce problème. 2i, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Alors, la deuxième question, c'est chercher le rang de M. On remarque que les trois vecteurs colonnes de M sont proportionnels, sont collinaires, je vais plutôt dire. Donc, le rang de M, c'est 1. Ensuite, question d'après. M est-elle diagonalisable? Alors, M, elle n'est pas symétrique, donc on ne peut pas dire oui parce qu'elle est symétrique. On n'a pas tellement d'autres arguments pour dire si une matrice est ou n'est pas diagonalisable. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher ses valeurs propres. Pour chercher les valeurs propres de M, qu'est-ce qu'on a comme information? On a un polynôme annulateur. M carré est égal à 0, donc le polynôme P qui vaut x carré annule la matrice M. Donc finalement, les racines de P sont, alors je ne vais pas dire ça comme ça, je vais plutôt dire les valeurs propres de M sont à chercher parmi les racines de P. Et donc c'est assez simple. P en fait n'a qu'une seule racine.
On a donc le spectre de M qui est inclus dans 0. Or, rang de M est égal à 1, donc M n'est pas inversible. Zéro est une valeur propre de M, donc 0 est dans le spectre de M. Conclusion, M n'a qu'une seule valeur propre, qui est 0. Or, la seule matrice qui n'a que 0 comme valeur propre, c'est la matrice nulle. La seule matrice n'ayant que 0 comme valeur propre, la seule matrice, j'ai oublié un mot quand même important, diagonalisable, n'ayant que 0 comme valeur propre, est la matrice nulle. Or, M est différent de la matrice nulle. Donc, M n'est pas diagonalisable. Si vous vous demandez pourquoi la seule matrice diagonalisable qui n'admet que 0 comme valeur propre est la matrice nulle, eh bien, c'est un travail que l'on a déjà mené en fait. On a déjà montré que la seule matrice qui admettait lambda comme valeur propre, c'était la matrice lambda fois l'identité, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour lambda égale 0. Donc, on a terminé la question A. Question B. Soit P égale, justifier que P est inversible. La matrice P, c'est 0, 1, 0, 1, 0, moins 2, 0, 0, 1. À cause de la position des zéros, la matrice ne peut pas être non inversible. Remarquons que, alors est-ce qu'on peut faire ça? Il y a peut-être plus facilement, oui, pour le justifier, le pivot de Gauss. On peut le justifier comme je viens de le dire, mais l'expliquer, je pense que ça va être, avec le pivot de Gauss, ça va être plus simple. Donc on va avoir 1, 0, 0. La ligne 1, c'est la ligne 2. La ligne 2, c'est la ligne 1. 0, 1, 0. Et la ligne 3, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire l'ancienne ligne 3 plus 2 fois la ligne 1. 0, 0 et 1. Donc P est inversible. Alors, il y a sans doute moyen de faire autrement, hein. Mais ici on l'avait tout de suite, donc on peut faire un petit calcul. Et calculer le produit P multiplié par 0, 1, 2, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, moins 2, 1, multiplié par 0, 1, 2, ce qui nous fait 1, 0, moins 2 plus 2, 0. Voilà donc notre produit. II. Donc là, cette question II, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver une matrice Q inversible. Donc attention, la matrice Q doit être inversible. Certains d'entre vous, vous m'avez donné une matrice Q qui vérifie bien ce qu'on nous donne, mais qui n'est pas inversible. Donc ça, c'était problématique. Donc, il faut qu'on ait une matrice, alors je vais chercher moi sa transposée, multipliée par 1, 2, moins 1, soit égal à 1, 0, 0, et que
Cette matrice, en fait, transposée de Q, elles sont inversibles, puisqu'en fait, si une matrice A est inversible, sa transposée l'est aussi. Donc là, je vais fabriquer une matrice qui va me donner ici 1, 0, 0. Qu'est-ce que l'on peut choisir comme matrice pour avoir 1, 0, 0 si je prends 1, 0, 0 ici, ça fonctionne pour le premier coefficient. Mon deuxième coefficient, il faut ici que ça me donne 0 en fait. Comment faire? Je peux prendre 0 ici. Si je prends 0 ici, que je mets 1 ici, eh bien en multipliant ça me fait 2. Et pour que ça me donne 0, il faut moins 2 ici. Donc avec 2 ici, ça devrait fonctionner. Mon troisième coefficient, si je prends 0 ici, voilà. Évidemment, si je reprends 1 et 2, ça va fonctionner. Si je prends 0 et 0, ça marche aussi, mais la matrice ne sera pas inversible. Alors, je ne vais pas prendre 0 ici. Je vais prendre 1 ici, 0 et 1. Je vérifie que ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. Donc, considérons que la matrice que je viens de trouver, c'est transposée de Q. Q égale 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Cette matrice est-elle inversible? Évidemment que oui. Q. Pourquoi elle est inversible? On peut faire du pivot de Gauss. « 0, 1, 0. Et à la dernière ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L3 reçoit L3 moins 2 L2, ce qui va me faire 0, 0, 1. Inversible. Car c'est coefficients diagonaux. Car triangulaire, il faut bien le préciser. Avec ses coefficients diagonaux. Non nul. Donc la matrice Q, c'est pas la seule possible, hein. Il y en a plein de possibles. On nous demande d'ailleurs d'en trouver une. J'en ai trouvé une. Et voilà. Troisième question. Pour une telle matrice Q, calculez le produit PMQ. PMQ, ça va être quoi? Ça va être donc 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, moins 2, 1. La matrice M, que j'ai déjà oubliée. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? 3, 0, 1, 2, moins 1. 2, 4, moins 2, si je ne me trompe pas. Et la matrice Q que j'ai trouvée, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1. C'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, moins 2, 1. Ensuite, je vais avoir 0, 0, 0. 1 ici. 0, 2, moins 2, ce qui va me faire 0. Et enfin, 1, moins 1, ce qui me fait 0. 2, 0, 4 et moins 4, ça me fait 0. 2 et moins 2, ça me fait 0. Il n'y a plus qu'à terminer mon travail. Donc ici, je vais avoir 1. Ici, je vais avoir 0. Ici, je vais avoir 0.
Ici, je vais avoir 0. 0 et 0. Moins 2 plus 2, 0. 0 et 0. PMQ. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle matrice Q. Vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, ce même résultat. Voilà pour cette question 1. Question 2. On nous donne une fonction. Bon, la fonction multlig qui multiplie une ligne par un nombre. Et cette fonction, on nous demande de nous en inspirer d'une certaine façon pour écrire une fonction qui va s'appeler addlig, donc qui sera un def addlig. Alors, elle doit prendre comme argument B, I, J et la matrice A. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle doit prendre la ligne I de la matrice A, lui ajouter B fois la ligne J et mettre tout ça dans la ligne I. La matrice étant carrée, je récupère l'information de la longueur de A. Je fabrique une matrice B qui est la même que la matrice A. Et ensuite, je vais faire une petite boucle. Alors, je ne vais pas l'appeler J, mais par exemple K. In range P. Ma matrice B, puisque je ne vais pas toucher à la matrice A. Alors, c'est la ligne I que je dois modifier. La colonne K. Eh bien, je vais avoir la ligne I plus B fois ce qu'il y a dans la ligne J. Alors, ici, ça peut être un I, mais un J. Et voilà, je n'ai plus qu'à renvoyer ma matrice B. Voilà pour cette première question, cette première sous-question. Ensuite, il faut échanger de ligne. Échange ligne d'argument I, JA. Toujours pareil. Toujours pareil. Ensuite, un petit K-in range P. Alors en fait, comme ce sont des listes de listes, on peut le faire de façon un petit peu plus maligne peut-être, je pense. Je peux dire que ma ligne I, ma ligne J, c'est ma ligne J, ma ligne I. On pouvait le faire aussi avec une boucle, hein, ça a fonctionné aussi. Mais comme ce sont des listes de listes, on peut avoir cette version un petit peu simplifiée des choses. Question B. Expliquez pourquoi la fonction multigmat suivante retourne le même résultat que la fonction multig. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire que cette nouvelle fonction, eh bien, elle multiplie elle aussi la ligne I par la matrice A. Que fait cette fonction? Cette fonction renvoie en fait le produit D, donc qui est la matrice identité, avec un endroit à la place des 1. Ici, donc, on a la IM colonne. Et ici, bien sûr, la IM ligne. Des 0 et des 0 multipliés par la matrice M.
Que va-t-il se passer quand on fait ce calcul? Eh bien, juste la matrice, la ligne I va être multipliée par le réel A. En effet, donc vous avez votre matrice qui va être là. Comment faire ça proprement? Donc ici, vous allez avoir le A11, A1N, AN1, ANN. Ici, vous allez avoir votre coefficient A et puis ensuite des 1. Avec des zéros ici. Quand on fait le produit, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, vous allez avoir le coefficient 1 qui va être multiplié par 1, 1, 1, plus 0, plus 0, plus 0, il ne va vous rester que A1, 1. La deuxième colonne, bah pareil, hein. Jusque la dernière colonne, comme on multiplie tout par la première ligne de la première matrice, donc vous allez avoir du, ici j'ai marqué, ici vous avez du A1, 2, jusqu'à A1N. Et puis tout va se passer pareil jusqu'à la ligne I-1. À la ligne I, au lieu de multiplier par A, eh bien, au lieu de multiplier par 1, on va tout multiplier par A. Et donc vous allez avoir ici A multiplié par AI1, I-1, 1. Et ainsi de suite jusque A multiplié par A, I-1. J'ai marqué I-1, c'est AI1, celle-là. Jusqu'à A multiplié par AIN. Et puis après, on repart comme au-dessus. Il n'y a plus de A. Et enfin, AN1 jusqu'à ANN. On peut faire ça avec les formules de produits matriciels, mais c'est assez lourd. Alors, on peut le faire rigoureusement, hein. Si on note CIJ, le coefficient de la matrice produit, je vais appeler celle-là D. Celle-là, je vais la placer, je vais l'appeler M, la matrice des M. On a pour tout j'aurais pas dû l'appeler CIJ, je vais les appeler CKL. Pour tout cas différent de I, pour tout L dans un N, CKL, qui est la somme pour M allant de 1 à N, des D I. Alors, je ne suis pas dans la ligne I, je suis dans la ligne K, des DK M multiplié par M. Je suis dans la colonne M et dans la ligne L. Sauf que là-dedans, ces coefficients-là, ils valent 0, sauf si K est égal à M. Et donc on a DM DKK MKL qui vaut 1, donc ce qui vaut MKL. On a le même coefficient. Et si jamais K est égal à I, alors pour tout L dans 1N, la formule reste la même. CKL vaut la somme pour M allant de 1 à N, des DKM, ça ne change pas, multiplié par M
Alors, j'aurais peut-être pas dû l'appeler M aussi, ML. Et là aussi, ils valent tous 0, sauf si M égale K. On trouve aussi ici D, K, K. Alors, M égale K égale I en fait ici. On va avoir D, I, M, I, L, c'est-à-dire du A fois M, I, L. Les coefficients, alors, les coefficients du produit sont identiques à ceux de la matrice M de départ. Sauf pour ceux de la ligne I. Qui sont multipliés par A. On a bien justifié que, eh bien, on a la même chose. Question 3. A, I. Dans cette question, il y a eu pas mal d'erreurs parce que, finalement, peu d'entre vous avaient vu que la matrice M n'était pas une des matrices EIJ. On nous parle des matrices EIJ, mais dans les questions A, I, II et 3I, a priori, on n'a pas besoin de ces EIJ. Justifier l'existence d'une matrice colonne non nulle, C, et d'une matrice ligne non nulle, L, telle que M égale CL, sachant que M est une matrice de rang 1. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice de rang 1? Eh bien, tout simplement, on a M qui est de la forme. Alors, il existe K2, Kn appartenant à R puissance n-1. Il existe des réels que je vais appeler A1, AN, dans R puissance n, tels que, comme ma matrice est de rang 1, ma matrice M, donc ici j'ai A1, AN, mon premier vecteur colonne, et tous les autres vecteurs colonnes sont multiples de ce premier-là. Alors multiples, donc je vais avoir K2 multiplié par A1 jusqu'à K2 multiplié par AN. Et ainsi de suite, jusqu'à mon dernier coefficient, Kn multiplié par A1, jusqu'à Kn multiplié par AN. Voilà ma matrice M, voilà ce que c'est qu'une matrice de rang 1. Maintenant, il faut que je dise que cette matrice-là, je peux la fabriquer à partir d'une matrice C et d'une matrice L en faisant le produit CL. Si on regarde bien le produit CL, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma matrice qui est ici, ma matrice qui est ici, et ça va me donner quoi? C'est un petit peu le travail que l'on a fait à la question 1A, sauf qu'on n'a pas que 3 coefficients, mais on en a beaucoup plus. Ici, je vais donc avoir C1, L1, jusque C1, Ln. Ensuite, je vais avoir mon deuxième coefficient, C2, L1, jusqu'à C2, Ln. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusque le dernier, Cn, L1, Cn, Ln. Donc si je reviens à ma matrice M, donc si je prends ma matrice colonne, qui est la matrice des C1, C2, c'est-à-dire, si je regarde mon travail, ça va être les A1, AN, et ma matrice L, je vais prendre la matrice avec 1, alors elle doit être comme ceci, 1, K2, jusque Kn.
on a bien M est égal à CL. Conclusion, pour toute matrice M de rang 1, il existe deux matrices non nulles. Pourquoi alors la matrice L, c'est évident qu'elle est non nulle parce qu'il y a 1 comme coefficient. Pourquoi la matrice C est non nulle? Eh bien, si jamais on avait la matrice nulle, si A1 était égal à A2 était égal à N, tout le monde était égaux à 0, la matrice M serait la matrice nulle. C différent de 0, 0, sinon M serait la matrice nulle et de rang 0 différent de 1. Il existe deux matrices non nulles, C et L. Alors C, la colonne, elle est dans M, N1 de R, et L dans M, 1N de R, tel que M est égal à CL. Là, vous devez partir de la matrice M de rang 1, et à partir de la matrice M de rang 1, trouver la matrice M, la matrice C et la matrice L. C'est tout pour ça. Deuxième question. Calculer la matrice MC et en déduire une valeur propre de M. Eh bien, votre matrice MC, c'est quoi? C'est CLC, c'est-à-dire CL multiplié par C. Or, que vaut la matrice CL? La matrice CL, c'est une colonne multipliée pardon, oui. Si je le fais dans ce sens-là, c'est vrai ce que j'ai écrit, mais c'est plutôt ici C multiplié par LC. Or, la matrice LC, c'est une matrice ligne multipliée par une matrice colonne. C'est quoi? C'est L1, Ln multiplié par C1, Cn. C'est-à-dire, en fait, c'est un réel. C'est la somme des Li, Ci pour I allant de 1 à N. C'est un réel. Donc on a MC qui vaut CLC. Et puisque C est différent du vecteur nul, et comme C somme pour I allant de 1 à N des Li, Ci, et valeur propre de M, on peut même dire associé au vecteur propre C. On ne nous demande pas cette précision, mais on l'a. Voilà pour cette question. Question d'après. Montrer que si le réel que l'on vient de trouver, comme par hasard, est différent de 0, alors la matrice est diagonalisable. Bon. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, c'est que le rang de M vaut 1. C'est une hypothèse que l'on a. Ce qui veut dire que M admet 0 comme valeur propre. Et on connaît même la dimension de son espace propre. Le théorème du rang nous donne la dimension de ker de M plus le rang de M est égal à N, c'est-à-dire que la dimension de ker de M
est égal à n-1. Donc là, il peut se passer deux choses. De plus, on sait que la somme pour i allant de 1 à n des CILI est une valeur propre de m. Premier cas, somme pour i allant de 1 à n des CILI vaut 0. Et dans ce cas-là, n n'a qu'une seule valeur propre. M n'a qu'une valeur propre. 0, dont l'espace propre est de dimension m, de dimension n-1. M n'est pas diagonalisable. Ça nous était carrément pas demandé. Deuxième cas qui nous intéresse. Bon, c'est pas grave. Somme pour i allant de 1 à n des CILI est différente de 0. Et dans ce cas-là, m a deux valeurs propres. 0 avec e de 0 de dimension n-1 et, je vais l'appeler lambda, égale somme pour i allant de 1 à n des CILI avec e lambda de dimension qui est plus grande que 1. Or, la dimension de E0 plus la dimension de E lambda doit être inférieure ou égale à n. Donc, la dimension de E lambda ne peut être égale qu'à 1. La somme des dimensions des espaces propres de m vaut donc n. M est diagonalisable. Conclusion, si vous avez la somme pour i allant de 1 à n des CILI qui est différente de 0, alors M est diagonalisable. On a même montré mieux, hein. On a montré en fait que c'était un si et seulement si. Mais on ne nous le demandait pas. C'est terminé pour cette question. Question B. Avant-dernière question. À l'aide de l'égalité M égale CL, on nous demande donc de trouver les deux matrices P et Q telles que PMQ égale E11. Ce vecteur E11, en fait, cette matrice E11, c'est la matrice avec un 1 en première position en haut à gauche et des 0 partout ailleurs. Si on regarde les choses, donc vous avez M est égal à CL. Si jamais il existe P et Q, on aurait alors PMQ est égal à E11, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que PCLQ serait égal à E11. PC, c'est donc le produit d'une matrice NN par une matrice colonne. LQ, c'est le contraire, c'est une matrice ligne multipliée par une matrice de taille NN. Ça, je vais l'effacer après. Hein. Et pour faire la matrice E11, il suffirait d'avoir PC égale 1, 0, 0 et LQ égale à 1, 0, 0. De cette façon, eh bien, pas de problème, on aurait la matrice que l'on cherche. Comment est-ce qu'on va obtenir ça? Donc
Donc ça, je ne l'efface pas complètement, hein. Je dis que c'est du brouillon. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je m'intéresse donc à ma matrice C, qui est égale à C1, Cn, qui est une matrice non nulle. Puisque M est de rang 1. Cette matrice C, je peux la compléter en une base de Mn de R, en fait. Hein. On peut compléter, alors de Mn, non. On peut compléter C en une base de M. On est ici dans Mn1 de R. J'ai donc une base que l'on va appeler B', appelée B'. Et je vais m'intéresser à la matrice de passage de la base canonique de Mn1 de R à B'. Soit P, la matrice de passage de la base canonique de Mn1 de R à la base B'. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a les coordonnées dans la base B'. Non, on a les coordonnées dans la base canonique, telles que... Je vais m'arranger pour que ma matrice C, ce soit mon premier vecteur de la base, tel que P multiplié par C soit égal à 1, 0, 0. Je peux le faire, c'est une matrice de passage. Évidemment, on va faire la même chose avec Q. Donc L étant elle aussi non nulle, on fait de même en cherchant, comme on l'a fait finalement dans la première partie, une matrice de passage transposée de Q. Alors pourquoi transposée? Parce que je vais m'intéresser à la transposée de L. Matrice de passage 1 de la base canonique de Mn1 de R à une base dont transposée de L est un vecteur. On a alors la transposée de Q multipliée par la transposée de L qui vaut 1, 0, 0. On a donc PC multiplié par la transposée de Q multipliée par la transposée de L qui vaut 1, 0 multiplié par 1, alors 0, 0, c'est-à-dire qui va être notre matrice E11. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est PC multiplié par LQ, d'où, ici j'ai ma M, il existe P et Q inversibles, puisque ce sont des matrices de passage, telles que PMQ est égal à E11. On généralise ce qui a été fait dans la première partie. II, même chose, sauf que cette fois, ce que l'on va faire, pour avoir EIJ, on choisit alors PI, la matrice de passage de la base B' dont le vecteur C est le IM vecteur à la base canonique.
de la base B', c'est le contraire, de la base, la matrice de passage de la base canonique à la base, dont C est le ième vecteur. En fait, on peut prendre la même base que ce qu'on a fait à la question d'avant, mais en modifiant l'ordre des vecteurs. On choisit QJ, la matrice transposée de la matrice de passage à la base, la matrice de passage de la base canonique à la matrice, dont cette fois transposée de L, il m'en manque une feuille, et le ième vecteur. Et le jème vecteur. On a alors P, C, alors PI multiplié par C est égal à 0, 0, 1, 0, 0. Ici, je suis à la ième ligne, pardon. Et transposé de Q multiplié, alors transposé de QJ multiplié par transposé de L, qui va être égal à 0, 0, 1, 0, 0. Mais ici, je serai à la jème ligne. Et donc, on a PI, C, L, QJ, qui va être égal à 0, avec ici la ième ligne, multiplié par 0, 0, 1, 0, avec ici la jème colonne. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la matrice EIJ. J'aurai des zéros partout, sauf un 1 qui sera à l'intersection de la ième ligne et de la jème colonne. Donc, conclusion. Il existe PI et QJ inversibles, tels que PI M QJ soit égal à EIJ. Et c'était la dernière question de cet exercice. Les deux dernières questions, elles demandaient quand même davantage de réflexion.